coup, je vais proposer un petit moment de restitution des différentes ressources qui ont pu être discutées pour que vous puissiez savoir un peu ce qui s'est dit ailleurs. Alors, je ne vais pas revenir sur chaque ressource puisque j'ai 5 minutes et que ce ne serait pas pertinent, mais plus sur les grands enjeux. Et puis, j'ai repris quelques éléments qui ont été dits dans les groupes et qui ont été écrits dans le Drive. Donc, du coup, voilà, vous retrouverez peut-être des éléments de vos débats dans cette présentation. Donc, ce qu'on a voulu discuter avec à la fois les deux extraits en tout début de ce webinaire et les différentes ressources qu'on vous a diffusées, c'est plusieurs éléments qui vont nous guider dans les réflexions qu'on va avoir tout au long de ce cycle sur la question écologique. Le premier élément est autour de la démocratie. On le voit bien, le problème écologique, ça nécessite de repenser notre manière d'être en démocratie. Comme le disait Dominique Bourg dans la vidéo d'introduction, les problèmes écologiques ne sont pas forcément palpables et surtout, ils demandent deux choses. D'abord, repenser la question des libertés. On ne peut plus juste se dire qu'être libre, c'est être libre de consommer de manière illimitée, c'est plus possible. Et donc ça demande de repenser l'action publique qui, comme il le précisait depuis au moins 30 ans, a pour objectif premier d'être compétitif sur le marché mondial. Donc il faut se donner de nouveaux objectifs. Et le deuxième point, c'est qu'il faut une réponse dans le temps long et pas juste à l'échelle d'un programme présidentiel ou d'un programme municipal. Et donc, ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas le même programme que ce à quoi on est aujourd'hui habitué. Ça veut dire qu'il faut bousculer notre manière de faire de la démocratie, parvenir à mieux prendre en considération la voix des citoyens, des associations, et parvenir à se détacher des lobbies industriels. La démocratie participative, avec la tentative notamment de la Convention citoyenne pour le climat, elle a toute sa place là-dedans. Mais on voit aussi que c'est compliqué, parce que les institutions, elles sont prêtes à lancer des concertations, des conventions citoyennes, qui produisent un tas de choses intéressantes, mais qui au final n'ont pas un poids décisionnel. On en reste à des formes de consultation. Et il se pose donc le problème de la manière dont ces discours-là peuvent avoir voix au chapitre dans les décisions collectives. Et il se pose notamment le problème du rapport de force, c'est-à-dire d'avoir de la capacité à avoir un impact sur les décisions. Et du coup, comme le disait un des groupes, comment on agit face à ça, ce qu'on constate, c'est qu'il faut créer une force démocratique collective. Il faut impulser cette force de mobilisation citoyenne pour aboutir sur des changements en matière écologique, mais également aussi impulser localement des alternatives, ici et maintenant, à la consommation de masse, au libéralisme, des solutions pour participer au freinage des besoins de croissance matérielle, comme l'a dit un des groupes. Ces dynamiques, certaines sont impulsées par des élus ou par des professionnels, comme vous avez pu le voir dans certains groupes, mais le monde associatif et donc les centres sociaux a aussi tout son rôle à jouer dans cet effort. Ça, c'est le premier point, c'est le point démocratique. Le deuxième, c'est celui de la justice sociale. C'était le sujet de notre dernier cycle du buffet des idées. Il semble important de rappeler que enjeux écologiques et enjeux sociaux sont en fait intimement liés. Non, la crise écologique ne touche pas tout le monde de la même manière. Dans le monde, mais aussi à l'intérieur même des pays que l'on appelle occidentaux, ce sont les populations déjà fragilisées qui subissent le plus violemment les problèmes environnementaux. C'est pour cela qu'on parle notamment de justice environnementale. Il y a énormément de contradictions entre des enjeux qui touchent des populations plus précaires et des luttes qui sont souvent menées par des classes plutôt moyennes ou supérieures. L'exemple des Gilets jaunes, dont certains groupes ont pu lire des éléments sur cet exemple-là, montre bien cette problématique. Il nous semble donc qu'il y a là tout un chantier à travailler pour les acteurs qui travaillent auprès des classes populaires, comment lier lutte sociale et lutte environnementale. Écologie et démocratie, écologie et justice sociale, voilà deux chantiers qui nous semblent être importants dans la réflexion sur le rôle des centres sociaux vis-à-vis de l'environnement. Je vous laisse maintenant du coup suivre avec la discussion avec Jonathan Attias. Et j'en profite, Jérémy, pour dire que y a une personne dans la discussion qui disait est-ce qu'on peut partager nos initiatives dans 15 jours? Ça sera l'atelier qui s'appelle Autofocus et qui sera vraiment centré sur le partage d'initiatives des centres sociaux et aussi des fédérations ou des unions sur le thème du cycle. Donc, on va pas le faire ce soir, mais il y aura un atelier vraiment dédié à ça dans 15 jours. Alors, on est donc avec Jonathan Attias ce soir. Jonathan, tu es lobbyiste pour Monsanto et tu es actionnaire chez Total. Non, Oui, bon, tout à fait. c'est un poisson d'avril, ok. Voilà, je l'ai fait, Anouk, hein. J'ai fait ton poisson d'avril. J'espère que tu es contente. Excuse-nous, Jonathan, du coup, tu es Euh, ça me va. journaliste. Voilà, tu es donc journaliste
enseignant et réalisateur de documentaires. Tu as notamment réalisé un film qui s'appelle Déclic de conscience en 2017 et qui porte sur ce que deviennent nos clics quand on signe des pétitions en ligne sur Internet, et notamment que la pétition Yes We Grain, qui visait à préserver les semences traditionnelles. Et aujourd'hui, tu enseignes la communication politique et le lobbying citoyen dans un master en sciences de l'environnement. Et tu viens juste de sortir un livre chez Payot. On te voit dans les médias ces temps-ci pour en parler, qui s'appelle La désobéissance fertile et qui nous invite à réconcilier l'être humain avec son milieu et à ne pas attendre qu'on change les lois pour changer les choses, comme tu me l'as dit en préparant ce soir. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous pouvez poser vos questions à Jonathan dans le fil de discussion en mettant à tout le monde là. C'est Jérémy qui est chargé de récolter vos questions et puis donc on va avoir un premier échange avec Jonathan et ensuite donc on en viendra à vos questions. Donc n'hésitez pas. Et donc oui, Jonathan, en fait, la question qu'on se pose, qu'on a envie de te poser ce soir, c'est en fait qu'est-ce qui explique qu'on en est là, qu'est-ce qui manque à notre démocratie pour avancer davantage sur les enjeux écologiques. On a l'impression que les pouvoirs publics ont toujours un train de retard sur l'opinion et en même temps, on a l'impression que l'opinion, les citoyens sont très contradictoires entre leur volonté ou leurs opinions et puis leur mode de vie ou de consommation. Bref, pourquoi on en est là? Quel est le rôle des lobbies aussi, on se demandait, et comment faire, comment en sortir, comment créer un mouvement un peu plus de fond aujourd'hui autour de la crise écologique. Ok, c'est assez énorme. C'est un peu vaste, Que tu mais oui. poses, et donc, je vais peut-être m'écarter un moment, mais n'hésite pas voilà, à recadrer là-dessus. Juste avant, oui, effectivement, moi, j'ai fait le choix de quitter la ville et de vivre dans une cabane en forêt avec ma femme, nos deux filles et en collectif. Et en fait, ça rejoint beaucoup ce que disait Dominique Bourg par rapport à la responsabilisation individuelle. C'est que avant, je m'intéressais beaucoup à la notion écologique et à toutes les façons pour réduire inlassablement mon empreinte. Mais en fait, je me suis dit que j'allais me responsabiliser en quittant la ville et faire un peu ce que font les colibris aujourd'hui, d'une certaine façon qu'on connaît tous. Mais si on s'intéresse tous aujourd'hui aux colibris, puisque ce mouvement a eu d'ailleurs le vent en poupe il y a quelques années avec Pierre Rabhi, qui en est l'initiateur, c'est parce qu'on constate un échec, avant tout, institutionnel. C'est que moi, comme toutes les personnes qui œuvrent en fait aujourd'hui dans la société civile, n'aspirent qu'à une chose, c'est que l'intérêt général puisse être représenté et par conséquent qu'on ait des institutions qui puissent véritablement faire valoir nos propres intérêts. Malheureusement, on constate bien, et les années actuelles le prouvent plus que jamais, que cet intérêt général n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels on doit répondre. Donc, quand je parle d'enjeux, je parle évidemment avant tout d'environnement, parce que c'était le cadre du documentaire qu'on voyait, mais évidemment aussi de droits sociaux. Et moi, d'un point de vue très personnel, donc de par mon expérience ces dernières années, durant 4 ans, j'ai travaillé véritablement dans les coulisses du Sénat et de l'Assemblée nationale pour essayer de faire valoir des amendements environnementaux dans les lois qui allaient être votées. Donc, on a obtenu une petite victoire à un moment donné sur l'échange de semences entre agriculteurs. On s'en est réjoui, évidemment. On a essayé de multiplier l'exercice parce qu'on s'est dit que si aujourd'hui, les lobbies étaient aussi puissants, aussi importants dans les assemblées, c'est parce que nous autres citoyens n'occupions pas la place que nous devions occuper pour influencer l'opinion des parlementaires. Donc, on a travaillé, on a œuvré à travers une association qui s'appelle les citoyens lobbyistes d'intérêt commun, avec des attachés parlementaires pour véritablement sensibiliser les gens pour qu'on comprenne déjà comment fonctionnent les assemblées, parce qu'on est nombreux à ne pas comprendre ce qui se passe, c'est très opaque, mais ensuite pour essayer véritablement de rentrer dedans par la grande porte et d'exercer notre influence, parce qu'après tout, on a élu ces parlementaires au suffrage direct. Alors, il est indirect dans le cadre du Sénat, et surtout, on a la possibilité à tout moment de pouvoir exprimer notre opinion. Et on s'est aperçu d'une chose, en fait, c'est que à chaque fois qu'il allait avoir un argument environnemental, donc dans une loi environnementale, à chaque fois qu'il allait avoir un argument écologique qui allait être proposé, il allait souvent avoir un contre-argument économique qui allait lui être opposé, et que inlassablement, en fait, ça allait être l'argument économique qui allait prendre le dessus sur l'argument écologique. On l'a vu sur les semences notamment, parce qu'on voulait proposer dans la loi biodiversité
que les associations puissent vendre véritablement les semences du domaine public, les semences traditionnelles, mais les énormes lobbies, enfin les lobbies industriels, donc Bayer, Monsanto et les autres sont arrivés dans la partie, ont influencé les parlementaires pour empêcher qu'un amendement comme celui-ci puisse voir le jour. Et en fait, l'exercice s'est répété à de nombreuses reprises. Et si on voit parfois dans les médias des amendements environnementaux qui émergent, comme par exemple l'interdiction de mettre des pesticides pour tuer les abeilles, donc ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, ce n'est pas parce que le Parlement a soudainement pris conscience de l'importance écologique dans laquelle on devrait être et tout ce que ça doit animer, mais c'est parce qu'ils ont comptabilisé en fait combien allait apporter chaque abeille en service rendu pour parvenir à un argument environnemental. C'est parce que on s'est dit, une abeille, quand elle va polliniser, ça permet d'économiser 100 euros par maraîcher. Et là, ils sont en train de le faire de nouveau avec les renards, parce que la chasse a une porte ouverte aussi dans les assemblées, et on s'aperçoit bien que là, il y a une catastrophe, parce qu'en France, on est le pays en plus qui chasse le plus de variétés d'espèces d'oiseaux et d'oiseaux migrateurs, des oiseaux qui sont menacés d'extinction, et pourtant on en a 70 actuellement en France qui sont autorisés pour être chassés. Même chose pour le renard qui est considéré comme un nuisible, alors que le renard, on sait très bien tous les services écosystémiques qu'il rend. Et donc pour parvenir à obtenir des résolutions, enfin des amendements en faveur de la protection du renard, on va voir que le renard, pour l'agriculteur, il va apporter à peu près 2000 euros d'économie. Et en fait, ça, c'est le gros problème du capitalisme, et on le connaît tous, c'est qu'on peut mettre en place tous les amendements qu'on veut, tous les mécanismes de sollicitation comme la Convention citoyenne que l'on veut, tant que le dogme qui domine nos sociétés sera l'accumulation de richesses, donc à travers l'extraction de ressources, à travers la destruction et la pollution, et ben en fait, on ne pourra jamais répondre de façon systémique aux problèmes dans lesquels nous sommes. Voilà, je ne sais pas si ça répond véritablement, mais c'est sûr que nous, en tant que citoyens, dans les parlements, parce que c'est les parlements qui font les lois aujourd'hui, on ne pourra jamais être, même si on est des millions, et on l'a vu, on a été des millions sur les lois travail, sur les réformes des retraites, on ne pourra jamais faire, avoir un rapport de force qui soit équitable vis-à-vis des lobbies industriels qui, eux, vont faire valoir des arguments économiques inlassablement et qui auront le dernier mot. Ça, c'est un très gros souci aujourd'hui dans lequel on est. Justement, l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, on s'est tous un peu dit, enfin, il y a quelque chose d'innovant et proche des institutions sur le sujet du climat. Comment on peut expliquer qu'on en soit là, y compris que les propositions qui étaient censées être tenues ne sont pas suivies qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Voilà. En fait, j'aimerais juste, avant de répondre à cela, contextualiser historiquement comment est arrivée la Convention citoyenne. En fait, la Convention citoyenne est le fruit d'une mobilisation des Gilets jaunes. Et cette mobilisation des Gilets jaunes pour des revendications sociales a ensuite donné lieu à un cahier de doléances dans toutes les municipalités, où chacun était invité à s'exprimer pour savoir quelles étaient les évolutions qu'il souhaitait apporter au sein de la société. Ce cahier de doléances, il ne s'est littéralement rien passé avec. Il a été enterré par l'État. Personne ne sait ce que sont advenues ces doléances. Il visait simplement à une seule chose, c'est calmer les tensions sociales. Et en fait, la Convention citoyenne, lorsqu'elle a été amenée sur la table du gouvernement, elle a servi à ça directement, à apaiser les tensions sociales, à noyer le poisson d'une certaine façon. Et je le sais parce que Cyril Dion, qui est le garant, m'avait proposé de faire partie de l'équipe qui allait un peu être autour de ce projet et voilà, de le rendre faisable, médiatique et tout ça. Et moi, directement, je l'ai dit à Cyril dans un mail collectif à l'ensemble des participants, c'est sûr que le gouvernement est en train d'utiliser cette convention avant même qu'elle n'existe pour, donner l'impression qu'il va y avoir des avancées écologiques, mais qu'au final, rien ne sera fait. Et rien ne sera fait pour la simple et bonne raison, parce que dans cette convention citoyenne, le seul pouvoir qui est exercé est un pouvoir qui est de consultation, un pouvoir consultatif. Et donc, si on ne met pas de rapport de force qui exerce une véritable contrainte sur l'autorité, on peut être consulté du matin au soir, et on le voit, parce qu'en fait, Internet, aujourd'hui, permet de multiplier les exercices de démocratie participative. Moi-même, j'en avais fait l'expérience à l'époque de la loi sur la biodiversité. On avait sollicité un mécanisme de participation sur une plateforme qui s'appelle Parlement et citoyens. On avait invité les citoyens à mettre toutes leurs propositions, les parlementaires de les reprendre pour en faire des amendements et les faire voter. Quasiment aucun n'ont été repris, et les seuls
que les seuls amendements qui ont été repris par les parlementaires, c'est ceux où les associations avaient véritablement appuyé, avaient mis la pression médiatiquement pour qu'il soit fait. Et donc là, c'est la même chose sur la Convention citoyenne. C'est que comment dire, le gouvernement n'est pas idiot. C'est très bien comment apaiser un peu les tensions. Et en même temps, j'ai pas envie de, ce que je disais tout à l'heure, de jeter le bébé de... c'est quoi l'expression Avec l'eau du bain. Non, voilà, excusez-moi. Parce que ça a donné lieu à un exercice de démocratie qui est formidable, parce qu'en fait, telle qu'elle était appliquée, la démocratie auparavant, c'était du tirage au sort. Et donc là, il y a eu un échantillon qui a représenté la population, qui n'était pas particulièrement expert sur ces sujets-là, mais qui a eu une montée en compétences en 6 mois seulement pour faire élaborer un ensemble de propositions qui est beaucoup plus ambitieux que ne l'ont été tous les programmes politiques écologistes des 50 dernières années quand même. Donc c'est extraordinaire ce qui est sorti en termes de propositions de tout cela. Mais sans véritablement pouvoir décisionnel et sans rapport de force contraignant, bah, on sait très bien que ça va être abandonné. Je n'ai même pas suivi le projet de loi qui est actuellement en débat en première lecture à l'Assemblée nationale parce que c'est n'importe quoi. Ils ont détricoté complètement dans le projet de loi les propositions faites par ces citoyens-là. Je crois que la moitié a été carrément supprimée et l'autre a été carrément modifiée. Parce qu'évidemment, il y a les lobbies qui sont entrés dans la partie et que surtout, personne n'a obligé le gouvernement à tenir ses engagements. Et là-dessus, moi, j'ai une position un peu critique à l'égard de la marche pour le climat qu'il y a eu dimanche. C'est que moi, j'ai participé à d'innombrables marches. Et en fait, j'en viens au constat de me dire, mais à quoi servent ces marches véritablement? Est-ce qu'elles ont permis aujourd'hui qu'il y ait des rapports de force qui s'exercent véritablement? Et ben, ma réponse, elle est non. C'est que marcher pour le climat aujourd'hui ne permet pas de faire en sorte que les revendications citoyennes dans la Convention pour le climat puissent aboutir, puissent exercer une contrainte sur le gouvernement pour les obliger face à l'industrie de faire valoir l'intérêt général. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question et après on viendra à vos questions. Mais alors, est-ce que ça va nous prendre 100 ans ou 120 ans, comme c'était dit dans le film? Il y a des initiatives, des choix de vie individuels. Il y a voilà, des initiatives institutionnelles, mais qui sont timides. Il y a des associations que peut-on faire? Et est-ce qu'on va mettre 100 ans avant de faire bouger les choses, vraiment les lignes sur le sujet? Non, je ne pense pas qu'on va mettre 100 ans parce que déjà, comme le disait Dominique Bourg, on ne sent pas les changements à travers nos sens, mais on commence à les pressentir et on a une capacité d'adaptation qui est formidable quand on est dos au mur. Donc, je ne souhaite pas qu'on puisse un jour agir parce qu'on est dos au mur, mais on a une capacité d'adaptation qui est formidable et on va pouvoir réagir. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a énormément d'initiatives qui émergent et de systèmes d'organisation. Moi, je critique beaucoup auprès de mes étudiants le système électif qui vise toujours à trouver des représentants pour des choses qu'on devrait peut-être gérer nous-mêmes. C'est une forme de déresponsabilisation. Et là-dessus, moi, je m'appuie sur une théorie politique qui a été fondée par Murray Bookchin, qui est un penseur américain qui est contemporain, mais qui est décédé là, il y a quelques années, qui s'appelle le municipalisme libertaire. Et en fait, la théorie du municipalisme libertaire, donc, elle va énormément vers le local. Elle dit que ce sont toujours, systématiquement, les usagers d'un territoire, donc les habitants, qui sont les plus à même de prendre les décisions, les meilleures décisions pour préserver leur territoire. Tout simplement parce que comme ils utilisent la ressource, ils ne vont jamais vouloir l'épuiser, ils vont toujours la gérer équitablement. Et donc, ce qu'il invite à faire, ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça se met en place dans plein de communes en Europe et dans le monde, c'est des assemblées locales décisionnelles qui n'attendent pas qu'il y ait des conseils municipaux, qui n'attendent pas qu'il y ait des élections, mais en fait, les habitants, toutes celles et ceux qui le souhaitent, viennent et prennent véritablement les décisions et s'emparent du pouvoir, en fait, collectivement, sans qu'il y ait de représentants ni quoi que ce soit. Alors après, on reproche parfois à cette théorie qu'elle est trop locale et pas assez sur des décisions nationales. Et ben, il y a des expérimentations encore là qui sont faites, notamment au Rojava, qui est le Kurdistan occidental, où en fait, tout le pays est géré de façon, à travers le municipalisme. Et ils ont créé ce qui s'appelle le confédéralisme démocratique, où dans ces assemblées municipales locales, il y a des représentants qui remontent à chaque fois les propositions, mais ces représentants ne sont pas, n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent en termes de propositions, sont obligés systématiquement de prendre les propositions des habitants et de les faire remonter. Et ils peuvent être révocables. En fait, tout ce qui manque aujourd'hui aux députés dans ce qu'on connaît dans les assemblées pour leur mettre la pression,
Parce que aujourd'hui, quand on élit quelqu'un à l'Assemblée, on signe un chèque en blanc de 5 ans. Quand on élit un maire, on signe un chèque en blanc de 6 ans. Quand on élit un président, on signe un chèque en blanc de 5 ans où il n'a même pas à dire quel va être son gouvernement, ni quoi que ce soit, ni à se justifier. Et donc, voilà, moi, je suis vraiment très enthousiaste par rapport à cette prise de pouvoir locale que vous mettez en place, d'ailleurs, d'une certaine façon, à travers les centres sociaux aussi. Mais tout ça, ça passe par l'idée de reprendre confiance en notre capacité d'action. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous a jamais insufflé cette confiance-là. On nous a toujours dit que être un bon citoyen, c'était un bon votant. C'était quelqu'un. Bon, là, on commence à nous parler de consommation raisonnée à la façon du colibri, mais on oublie de voir qu'il faut mettre la pression sur les autorités, que les plus gros pollueurs ne sont pas les consommateurs directs, mais sont les industries extractrices de ressources. Et donc, il faut agir véritablement pour empêcher qu'il y ait des destructions. Moi, là, je vois, il y a, autour de nous, dans le Limousin, il y a beaucoup de forêts qui sont détruites, par exemple. Et ben, il y a plein de pétitions qui ont été faites, des recours en justice, et qui ont tous échoué face aux industries du bois, aux industriels. Et ben, moi, ce qu'on s'apprête peut-être à faire les uns et les autres, pas moi directement mon nom, mais en groupe, c'est déjà de venir dans ces chantiers et de nous immobiliser autour des arbres, ça c'est une évidence, mais même à terme, de neutraliser véritablement ces engins forestiers, parce que s'il faut que les seules contraintes qui s'exercent soient économiques pour qu'on puisse entendre nos revendications, eh ben on va exercer des contraintes économiques. Voilà, s'il n'y a que ça qui permet de nous faire entendre, eh ben on va y aller en fait, parce que l'intérêt général, c'est à tout à chacun de le représenter. Voilà. Merci Jonathan. J'en profite pour dire qu'il y a un des groupes qui avait un dossier sur le municipalisme, justement, un petit dossier qui est à la Méo, là, qui est dans les ressources que tu avais coordonnées pour la revue Nexus. Donc, Exactement, je voilà, l'avais si ça écrit vous intéresse. l'année dernière. Et tout ce que je dis là, j'en parle beaucoup dans le livre de la désobéissance fertile, justement. C'est tout ce qu'on évoque sur l'aspect social, démocratique et tout. Ouais. D'accord. Et on en vient à vos questions, réactions. Est-ce que je n'ai pas regardé la conversation, Jérémy? Est-ce que… Ouais, bah, j'allais poser une question puis une autre après que tu aies répondu, mais vu l'heure qu'il est, je pense que je vais te poser les deux en même temps et puis on verra ce que tu arrives à faire de ça. J'ai parlé beaucoup peut-être. Ouais. Non, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Non, la première question, elle était posée autour de le progrès se fait-il dans la co-construction ou dans la lutte? Et c'est vrai que même dans le petit document sur le municipalisme, on voit qu'il y a des élus qui sont aussi intéressés par ces choses-là. Et donc, du coup, il y a voilà, la première question était là-dessus sur comment est-ce qu'on construit des stratégies et est-ce que ces stratégies-là sont nécessairement exclusivement dans la lutte, nécessairement exclusivement dans le consensus, un peu entre les deux, comment on envisage ça, quoi. Et le deuxième point, oui. C'était sur la question de quelle démocratie. Tu disais à un moment, on n'est rien face au lobby industriel, mais du coup, voilà, ce serait quelle démocratie par rapport à ça? Autrement dit, comment on ne passe pas juste d'un constat d'impuissance à un repli vers juste des bonnes pratiques individuelles où on dirait, au moins, moi, je fais ma part, quoi. Donc, c'était un peu les deux questions qui sont ressorties dans les groupes, enfin, okay. dans le chat. Pour la co-construction, enfin, la première question, en fait, c'est contextuel. C'est qu'il y a des moments où il faut lutter pour préserver, pour ne pas que soit détruit l'existant, mais le plus important, il est de co-construire et il est de faire ensemble. Parce qu'évidemment, là, quand on parle d'enjeux aussi importants que le dérèglement climatique, que l'effondrement en fait, des écosystèmes et les extinctions d'espèces, on est obligé, déjà ça nous concerne tous, et on est obligé d'agir collectivement là-dessus. Donc, moi, je trouve qu'il y a une vague quand même qui émerge depuis les dernières municipales où il y a beaucoup de listes participatives. En 2014, il n'y avait que Saillant, qui est dans la Drôme, qui est un petit village qui faisait vivre la démocratie locale à travers la participation des habitants. Là, il y en a 60 des communes qui font ça, notamment la ville de Poitiers, parce que j'ai vu que la personne qui posait cette question sur la co-construction de la lutte était à Poitiers. Et je crois qu'à Poitiers, c'est une liste participative justement qui est élue. Alors, c'est très intéressant, cette notion communale, parce que la commune a un certain nombre de prérogatives pour pouvoir agir. Et à Saillant, on avait bien vu notamment qu'il y avait un bel exercice de participation qui était fait. Malheureusement, comme il y avait aussi beaucoup de ces prérogatives qui ont été déléguées au niveau intercommunal, au niveau départemental, au niveau régional, les habitants de Saillant, pour rester sur cet exemple, s'étaient aperçus que, en fait, il y avait plein de choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas statuer. Et ben en fait,
pour moi, les deux vont de pair. C'est-à-dire que ces habitants de Saillant se sont démoralisés à l'époque, donc ont quitté la participation parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de pouvoir sur un grand nombre de décisions locales. Et ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que ces collectifs participatifs puissent rester ensemble, donc être dans la co-construction, mais marquer une rupture avec l'institution si cette institution ne permet pas de prendre des décisions véritablement, de responsabiliser les habitants. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment déjà, c'est contextuel, c'est-à-dire que ça s'adapte à chacune des situations, mais surtout, les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'il faut lutter pour ne pas que puisse être détruit ce qu'on veut préserver aujourd'hui, mais aussi et surtout le faire, non pas individuellement, mais le faire collectivement en construisant dans des espaces de discussion de communs, comme vous le faites dans les centres sociaux, qu'on se réapproprie en fait à travers les assemblées décisionnelles véritablement quel est l'intérêt commun et comment le faire prévaloir. Et en fait, l'exercice comme celui de la Convention citoyenne et d'autres montre bien que même si on a des divergences, enfin, entre guillemets, électives politiques, au final, tout le monde se raccorde sur la préservation de ces biens communs, parce qu'on a bien conscience que si on veut en jouir individuellement, il faut que la ressource soit préservée collectivement. Donc en fait, on peut complètement dépasser les clivages quand on gère nous-mêmes et collectivement la ressource. Ça, c'était pour la première question. Ensuite, la deuxième, c'était la démocratie, mais oui. Ouais, je peux la répéter, mais tu avais déjà un peu abordé avec les enjeux de municipalisme, justement, mais bon, je la répète. Ah oui, le colibri. Ouais, voilà. Comment on fait pour ne pas passer de juste on ne peut rien faire face au grand lobby industriel à l'opposé qui serait je fais ma part dans mon coin enfin, est-ce qu'il y a un entre-deux qui est possible? Et tu as déjà commencé à l'aborder avec les enjeux de municipalisme. Moi, c'est le municipalisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je revois un peu ma position colibriste, que je critique un peu, parce que dans la fable du colibri que vous connaissez certainement, Pierre Rabhi raconte que il y avait un incendie qui était en train de brûler, pardon, il y a un village qui était en train d'être brûlé, et puis les animaux autour dans la forêt voyaient cela, ne savaient pas quoi faire. Le colibri vient mettre des gouttes d'eau dans la rivière à côté pour essayer d'éteindre l'incendie. Tous les autres animaux viennent le voir en lui disant mais colibri, voyons, c'est pas avec tes gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. Et lui répondait peut-être je fais ma part. Mais ce qu'il dit pas dans la fable, Pierre Rabhi, c'est que le village brûle à la fin. C'est que les gouttes d'eau successives ne permettent pas de résoudre, d'éteindre l'incendie. Et ben nous, c'est pareil aujourd'hui. On nous fait croire qu'avec des petits éco-gestes par-ci, par-là, on a la possibilité véritablement d'atténuer tout cela. Mais en fait, c'est pas vrai. Et si d'ailleurs on a fait prospérer la théorie du colibri autant et on l'a autant promue, c'est parce qu'elle ne dérange pas les industries destructrices. C'est parce qu'on ne va pas chercher de ce côté-là, alors qu'il faudrait véritablement exercer un rapport de force vis-à-vis de celle-ci. Alors moi, je suis tout à fait colibri, mais je pense qu'en fait, la réponse, elle n'est pas uniquement là-dedans. C'est qu'il est évident d'agir individuellement pour être plus en cohérence et en valeur, et répondre à nos valeurs. Ça, c'est un aspect. Il faut agir ensuite avec son territoire directement. Donc, moi, ce que j'appelle la tribu, parce qu'on habite en collectif, mais ça peut être sa municipalité, son quartier, son arrondissement, pour se mettre dans une politique, dans une lutte peut-être municipaliste, donc reprendre le pouvoir véritablement entre habitants à travers des assemblées locales décisionnelles. Et il y a un troisième aspect, qui est l'aspect beaucoup plus global, beaucoup plus systémique, où en fait, on va voir qu'est-ce que l'on peut apporter véritablement ensuite sur les destructions qui sont commises, les destructions commises par les industries. Et là, voilà, c'est ce que nous, on préconise à travers neutraliser ces menaces qui vont tuer le vivant. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer chacun, mais on ne peut pas se contenter que d'être simplement colibri ou d'être simplement dans une vision globale et d'agir simplement sur le global. Je pense que les institutions ont bien montré qu'aujourd'hui, ça ne passerait pas par elles, véritablement, les changements. En tout cas, pas tant qu'on est dans un système tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au niveau mondial, donc un capitalisme néolibéral, et que la solution, elle sera véritablement par les collectifs qui vont se constituer, ça et là, partout sur les territoires, qui vont se rassembler, qui vont se fédérer, parce que l'objectif, ce n'est pas d'être en autarcie du tout, au contraire, c'est de faire sens, de faire corps et de créer des liens et des ponts. Et je pense que voilà, on a vraiment une carte assez importante à jouer, assez formidable aussi, parce qu'il s'agit de nous réinventer d'un point de vue sociétal. Comment aujourd'hui pouvons-nous vivre en harmonie avec les espèces? C'est vraiment la question que nous, on se pose avec la désobéissance fertile, parce que nous, en Occident, on n'a jamais
encore répondu à ce défi-là. Comment sortir du rapport de domination dans lequel on est, qui a une domination de classe, qui a une domination du patriarcat, qui a une domination sur le vivant. Et tout ça, le municipalisme propose là-dessus une théorie, et nous, on essaye d'y répondre aussi, de nous intégrer dans cette continuité-là à travers ce qu'on propose dans la désobéissance fertile, qui est l'idée de se dire agissons pour préserver les territoires, aggradons là où il est possible d'aggrader, donc plutôt que de réfléchir en termes de dégradation, parce que la gradation, c'est un terme dans un vocabulaire qu'on n'utilise même pas, mais c'est la capacité d'améliorer de par nos actions inlassablement ce qu'on va faire, et surtout agissons même si les lois ne nous le permettent pas. Nous, par exemple, on est hors la loi parce que nos habitats, on est sur des terrains qui nous appartiennent, des terrains non constructibles, des terrains agricoles, et la loi ne permet pas de vivre dans un habitat écologique sur son propre terrain. Ben, nous, on dit on va prendre ce droit-là. Malgré tout, même si la loi ne permet pas, on va se mettre hors la loi, et c'est parce qu'on va se mettre hors la loi et qu'on va le dire haut et fort qu'on va faire évoluer le cadre législatif, ou en tout cas qu'on va faire évoluer les pratiques, qu'on va donner confiance aux gens de se lancer là-dedans. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai moins peur, par exemple, de me faire réprimander par une institution ou de me prendre une amende, voire aller en prison, plutôt que de me dire je me suis laissé paralyser parce que les lois me sclérosaient, parce que les lois m'enfermaient, parce que ce qui nous attend, si on n'agit pas, est véritablement problématique. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons les conséquences de ces actes en premier, c'est bien souvent des populations qui, elles, n'ont absolument pas contribué à ces extinctions, à ces dérèglements. On pense aux populations du Sud avec la montée des eaux. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, nos actions, même si on ne les perçoit pas avec nos sens, si on est écologiste, je pense qu'on est avant tout humaniste, et que c'est parce qu'on aime les êtres humains, on aime la vie plus largement, qu'on va agir de cette façon-là. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Vous allez encore dire que c'est frustrant, je le sais, parce qu'il est 18h59 et que voilà, ça va être l'heure de se quitter pour ce soir. Donc, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir participé aussi nombreux. La prochaine fois, c'est jeudi prochain, on se retrouve. Alors, il y aura le podcast, l'épisode 3 du podcast avec Maya. Et puis, il y aura le soir un ciné-canap, toujours sur la thématique de l'écologie, qui explore, le film s'appelle Les Pieds sur Terre, et il explore l'expérience autour de Notre-Dame-des-Landes, une expérience d'une communauté locale et du lien avec les habitants et de comment les dynamiques, les liens se créent. C'est un très beau film. Donc, on vous invite à 17h30 à ce ciné-canap la semaine prochaine. Et puis, la séquence suivante, donc l'autofocus le 15 avril, comme je vous disais, on sera sur le rôle des centres sociaux. On a commencé à en parler aujourd'hui et on continuera, on explorera le rôle des centres sociaux. On partagera aussi les initiatives des uns des autres sur le sujet. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment et puis on est heureux de vous retrouver bientôt. Et bonne soirée à vous, et je vais essayer de lancer un générique si ça marche. Merci beaucoup à tout le monde.